Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce Magal West du jour. On entame une nouvelle semaine ensemble sur Westrack Radio, alors merci de votre écoute, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et aujourd'hui on est ensemble pour 1 heure. Au sommaire de cette émission, des idées sorties pour notre agenda culturel, la météo, les infos locales avec Mathieu. On découvrira aussi le nouveau film au cinéma qui sortira en novembre, L'Abbé Pierre avec Nausicaa. Et puis en deuxième partie d'émission, comme tous les lundis, on retrouvera Michel. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la Saint-Jacques. Alors avant de se lancer dans ce beau programme, eh bien direction la météo sur Westrack. Cette fin d'après-midi au Havre s'annonce plutôt belle, avec un ciel peu nuageux. La température restera de 27 degrés pour cette fin de journée. Ce soir et dans la nuit, quelques nuages vont se former dans le ciel. Les températures vont redescendre à 19 degrés. Il devrait pleuvoir tard dans la nuit. Le risque de pluie pour cette nuit est fixé à 45%. La qualité de l'air aujourd'hui est toujours moyenne. Pour demain, c'est le retour de la pluie, mais ne vous inquiétez pas, elle sera fine et ne devrait pas s'étaler pour l'après-midi. Les températures fluctueront entre 16 et 18 au cours de la journée. Le soleil sera à nouveau de la partie dans l'après-midi, mais il sera quelque peu voilé. Le vent risque d'être fort et sera tourné vers l'ouest tout au long de la journée. Il sera compris entre 35 et 60 km/h. Pour la soirée, un temps variable est attendu, mais la pluie ne devrait pas se poursuivre. Le tribunal judiciaire du Havre a fait sa rentrée solennelle jeudi dernier et ils sont toujours en manque d'effectifs. On en discute tout de suite avec Mathieu pour le Flash Info du jour. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 2 octobre. Le tribunal judiciaire du Havre a fait sa rentrée solennelle jeudi dernier. Chaque année en septembre, le tribunal vit au rythme de ses mutations. 7 nouveaux magistrats, 5 au siège et 2 au parquet viennent de prendre leurs fonctions. Selon le procureur Bruno Dieudonné, 11 serait la jauge minimale pour que le parquet fonctionne correctement. Là, actuellement, l'effectif est de 9 personnes. Des effectifs qui n'ont pas été abondés depuis 2013, alors que le nombre d'affaires ne cesse d'augmenter. Le poste de procureur adjoint a disparu. Actuellement, une convocation par officier de police judiciaire prend plus de 10 mois. Les effectifs et les délais sont source d'inquiétude pour les personnels du tribunal judiciaire. Les personnels demandent d'ailleurs la création de 4 sièges et attendent des renforts chez les magistrats, le parquet, les attachés de justice, les fonctionnaires, des effectifs qui devraient être abondés pas avant 2027. La 5e édition de la Nuit du droit aura lieu dans toute la France le mercredi 4 octobre au Havre. Le tribunal judiciaire, le département de droit de l'université ainsi que le barreau du Havre se sont associés pour co-organiser cet événement et la soirée sera consacrée au thème de la protection de l'enfance face aux violences avec la mise en perspective des outils et des stratégies adoptées par le système judiciaire américain et français. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, ainsi qu'une délégation de magistrats et d'avocats américains du barreau et du tribunal de Tampa en Floride seront présents. La conférence L'enfant face aux violences, quelle protection aura lieu ce mercredi 4 octobre de 18h à 21h dans l'amphithéâtre Jules Durand à l'université du Havre. Durant plus de 2 mois, l'exposition Les visages du tutorat étudiant en Normandie met en lumière les étudiants et étudiantes au cœur des dispositifs de tutorat. L'exposition présente des portraits de tuteurs et tutrices ainsi que de ceux qui ont bénéficié de leur accompagnement au sein des 3 universités normandes. Chaque portrait est associé à un témoignage qui illustre la diversité des formes de tutorat, les compétences acquises ou développées ainsi que les moments marquants qu'en retiennent les principaux acteurs. Cette exposition est l'occasion idéale d'en apprendre plus sur elles et eux et de découvrir les raisons qui les ont motivés à franchir le cap. Ce projet a pour objectif de permettre et de reconnaître toutes les formes de réussite des
publics étudiants en licence et aussi de faciliter l'emploi étudiant, notamment à travers des actions de tutorat qui constituent un facteur de réussite tant pour les tutorés que pour les tuteurs. L'exposition est itinérante, elle sera jusqu'au 15 octobre sur l'esplanade du site Le Bon, du 16 octobre au 6 novembre à l'UFR des Lettres et Sciences Humaines et du 7 novembre au 30 novembre à l'UFR des Sciences et Techniques. Le collège André Siegfried de Saint-Romain-de-Colbosc près du Havre ajoute une carte à l'éventail des sanctions prévues à l'encontre des élèves dont le comportement poserait problème. Avec l'accord de ses parents, le jeune verra ses heures de colle ou son exclusion transformée en heures de bénévolat. C'est un dispositif disciplinaire qui ne s'appliquera pas pour le harcèlement ou la faute grave, mais manquer de respect à un adulte, casser volontairement du mobilier scolaire pourra être désormais sanctionné différemment au collège. Ce dispositif déjà pratiqué au Havre a pour nom la mesure de responsabilisation. Outre son utilité, cette sanction peut être adaptée en fonction de la bêtise commise par l'adolescent. La sanction est prononcée, matérialisée, mais elle n'a aucun impact sur le temps de présence scolaire de l'élève dans l'établissement. Autrement dit, plus question d'être exclu pour rester à la maison à ne rien faire et pas besoin non plus de rattraper les cours comme c'est le cas après une exclusion temporaire. Et enfin, un été au Havre s'est achevé le 17 septembre dernier. 13 œuvres cette année ont été installées dans l'espace urbain. À la fin du festival, la plupart d'entre elles sont retirées de l'espace public, mais certaines ont été pérennisées. C'est notamment le cas de la Catène de Contenères jusqu'au bout du monde, Monsieur Goéland, la maison la plus petite du monde, la maison compressée, ou encore Up 3 sur la plage. Et c'est à la mi-octobre que le groupement d'intérêt public Un été au Havre décidera quelles œuvres seront pérennisées. Parmi les critères décisifs, la faisabilité technique et artistique. Lors de l'Assemblée Générale de mi-octobre, la décision de conserver les fresques de Grégory Chatonsky sera entérinée. En attendant cette assemblée, le GIP a d'ores et déjà décidé de prolonger l'exposition Palinopsie, visible jusqu'à la fin de cette semaine au Jardin Suspendu. Et il en est de même pour les deux installations d'Isabelle Cornaro à la gare. Coupes qui doivent rester jusqu'au départ de la Transat Jacques Vabre. Alors quelles autres œuvres seront pérennisées cette année? Les paris sont ouverts. Merci Mathieu. Et après les heures de bénévolat au collège plutôt que des sanctions telles que les heures de colle, à Fécamp, les jeunes et le bénévolat est aussi une source d'inspiration et c'est notre info positive du jour. Alors là, ça ne concerne pas une punition, une heure de colle, mais la ville de Fécamp lance un nouveau dispositif à l'attention des 16-25 ans. Le but, encourager le bénévolat tout en incitant les jeunes à consommer dans les commerces locaux. Grâce à la carte Jeune Plus, les bénéficiaires peuvent obtenir des avantages auprès de 16 commerces fécampois en échange de 5 heures de bénévolat dans une association fécampoise ou sur une manifestation portée par la ville. La carte est nominative et est valable 1 an. La carte est valable pour tous les jeunes scolarisés dans les établissements de Fécamp qui sont concernés. Il suffit d'en faire la demande et de s'inscrire auprès du point Info Jeune qui se trouve 10 places du Général Leclerc près du CCAS. Pour tout renseignement et inscription, vous pouvez appeler le 06 70 75 19 72 afin d'inscrire votre enfant ou qu'il s'inscrive lui-même et qu'il puisse ainsi posséder la carte nominative. Le mois d'octobre s'annonce riche en occupations. Je vous ai donc déniché des rendez-vous à ne pas manquer ce soir dans l'agglomération et on voit ça tout de suite dans notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. L'association France Alzheimer 76 organise une réunion d'information, accueil et écoute. C'est tous les lundis et c'est donc ce soir de 18h à 20h, co-animé par un psychologue et les bénévoles de l'association. C'est au siège de l'association qui se trouve 8 rue Madame Lafayette. Vous pouvez appeler par téléphone pour avoir plus d'informations. 02 35 24 26 96. C'est donc au conseil de quartier de Senvic et ça a lieu à partir de 18h. Autre événement, cette fois-ci à Octeville-sur-Mer, avec la Journée Bleue dans le cadre de la Semaine Bleue, Semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Une Journée Bleue aura lieu ce soir, c'est jusqu'à 19h à la salle Ventoux, c'est au 4 avenue Michel Adam. Des professionnels et des associations sont présents pour répondre aux questions des retraités et des personnes âgées qui s'apprêtent, ou même des seniors, qui s'apprêtent donc à rentrer en retraite.
Et puis aujourd'hui annonce le début du festival pour les oiseaux. C'est un festival qui se terminera samedi 7 dans la soirée. Il y a de nombreuses animations pour les enfants et pour les parents tout au long de cette semaine. Je recevrai d'ailleurs demain l'association Pieds Nus en interview dans le Magal Ouest. Et c'est cette association qui organise cet événement. Vous aurez donc le programme et toutes les informations demain dans votre Magal Ouest. Si vous êtes impatient et que vous avez envie de découvrir dès ce soir les premiers événements pour le festival pour les oiseaux, vous pouvez vous rendre directement sur leur site pour récupérer toutes les informations qui concernent donc ce festival qui commence aujourd'hui pour une semaine jusqu'à samedi. Westrack, il est 17h10, on va donc retrouver notre partenariat Ferrarock aujourd'hui, nouveau partenariat puisque c'est une nouvelle semaine. On va donc retrouver notre partenariat tout de suite et juste après on retrouvera aussi Nausicaa pour un reportage avec le réalisateur du film Abbé Pierre. Je vous laisse donc en bonne compagnie avec la musique et notre découverte Ferrarock du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. L'album Ornament de Samba de la Muerte est sorti le 29 septembre 2023 chez Yotanka Records. Révélé au public en 2012 par un premier EP éponyme, bientôt suivi de l'OVNI Fire en 2013, la formation Samba de la Muerte a traversé cette décennie avec la fierté créative qui sied à ceux qui veulent, par leur musique, délivrer un grand souffle de liberté. Une route intense et fructueuse, une façon aussi sans doute de mûrir une réflexion au long cours sur son processus de création. Pour Samba de la Muerte, la musique est aussi ce médian permettant de s'orienter dans l'espace et de traverser afin d'aller au-delà des contrées connues, traçant le chemin d'une création et d'une inspiration libre, indépendante, sans frontières de genre, porteuse d'une matière sonore qui ne cesse d'évoluer. Il souhaite aussi expérimenter, encore aller plus loin, repousser les limites et la prise de risque. Pour découvrir cet album, nous allons commencer par plonger dans ce titre du groupe de Caen, We Fade Away, signé donc Samba de la Muerte sur Westrack Radio. We race, wind blowing on our sides, flooding in the night. We race, escape on our minds, unaware of time. So we fade away, away. We feel alive, alive. We can't stop the ride, celebrating life. It feels like tonight we're hungry for life. Celebrate eternal days of spring. Celebrate, youth is not just good. So we fade away, away. We feel alive, alive. We can't stop
the ride, celebrating life. It feels like tonight we're hungry for life. Le parcours de Samba de la Muerte fut riche, intense. Des concerts au Transmusical de Rouen à la première partie du chanteur Patrick Watson, suivi d'une longue tournée pour le pop coloré et si bien nommé Colors, paru en 2016, qui aura mené la formation vers nombre de festivals. Une évolution mûrie, réfléchie, révélant le choix assumé par Adrien Le Prêtre d'y ajouter sa voix au gré des albums successifs, délaissant peu à peu la guitare acoustique afin de laisser toute leur place au clavier. Affirmation assurée d'un style qui connaîtra pour autant ses premières mutations en 2019 avec l'album A Life with Large Opening, un album encensé par la crise qui mènera la formation normande à la salle parisienne La Maroquinerie jusqu'aux terres mexicaines. Le deuxième titre sur l'album Ornament de Samba de la Muerte, sorti en 2023, s'appelle The Parade et on l'écoute tout de suite sur Westrack Radio. Train that takes me to a place I know, a random line of bright memorials. The stories in my mind, I hear them grow. They make me be a part of parables. They conjure up the sights that overflow, the bearers of a life that always glow, ready to face the fate and let it go. I want to bring my friends to a place I know. I know, ready to face the fate and let it go. The stories in my mind, I hear them grow, ready to face the fate and let it go. I want to bring my friends. I want to bring my friends. I want to bring my friends.
EP Landmark, réalisé en 2020, et ses singles comme They Still Have Their Guns ou Lockdown Groove, adoubé par Gilles Peterson de World Wide FM ou encore Andrew Jervis de Bandcamp Weekly, témoignent de la riche palette sonore du groupe entre pop électrique et afrobeat. Ici, la musique fait la part belle à la spontanéité, délivrant une énergie galvanisante et offrant des performances généreuses en public qui ne cessent d'impressionner. On termine cette découverte musicale en partenariat avec la Ferrarock avec un titre, ça s'appelle 1989. Ça nous replonge donc dans cette ambiance reggae de l'album Ornament, un album qui est à retrouver sur le site de la ferrarock.org. Has it come to this? Or is it just an impression? Has it come to this with hope for our generation? So cast down, I saw the light out. Sometimes the wheel turns, serene finds my constant allies. The real road to paradise. Has it come to this, or is it just an impression? Has it come to this, was it for our generation? Has it come to this, or is it just an impression? Has it come to this, was it for our generation? C'était notre découverte Ferrarock du jour avec un nouvel artiste Samba De La Muerte et son nouvel album sur Westrack Radio. Il est 17h27, merci de votre écoute. On retrouve donc Nausicaa qui est parti au cinéma Gaumont-Pathé du Havre pour rencontrer le réalisateur du film qui sortira prochainement, L'Abbé Pierre. On découvre donc son reportage et juste après, j'accueille avec moi dans le studio Michel et on parlera de la coquille Saint-Jacques. Avant donc
cinéma avec Nausicaa et surtout le film Abbé Pierre. Nausicaa et Camille vont au cinéma. La semaine dernière, nous avons eu la chance que le Pâté Gaumont du Havre nous invite à voir en avant-première le film L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont: as-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver? Porté par Benjamin Laverne dans le rôle d'Henri Grouès, dit l'Abbé Pierre, et Emmanuel Berco dans le rôle de Lucie Coutaz, le biopic nous emmène à la découverte de la vie extraordinaire de cet homme. Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Élevé dans le catholicisme, Henri Grouès grandit et est déterminé à devenir prêtre, mais la Seconde Guerre mondiale et sa santé vont l'en empêcher. Il entre alors dans la résistance et y voit l'horreur de la guerre. Sa rencontre avec sa compagne de vie, bien oubliée par l'histoire, lui fait prendre le nom de l'Abbé Pierre. Jusqu'à sa mort en 2007, il lutte pour aider les sans-abri et fonde notamment la communauté Emmaüs en 1949. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Mais nous allons laisser le réalisateur répondre à nos questions parce que je pense que c'est lui qui en parle le mieux. C'est quoi la genèse du film? Pourquoi ce choix? C'est une bonne première question, mais c'est une réponse compliquée parce qu'on ne sait jamais trop d'où vient une idée. Ce que je crois plus intéressant, c'est comment elle vit l'idée, comment elle se défend, parce que avoir des idées, c'est une bonne chose, mais ça fait pas un scénario ni un film. Donc c'est plutôt comment elle s'est... D'abord, comment elle est venue. Je pense qu'elle est venue par... d'un côté par amour, par sidération, par émerveillement de la vie de l'abbé, de l'abbé tout court. Dans un deuxième temps, par sidération de découverte de sa vie que personne ne connaît en fait, comme elle est révélée dans le film. Et puis parallèlement aussi par amour du cinéma, avoir envie de faire un film hyper fort sur un personnage qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on découvre, je crois, est encore mieux que ce qu'on pense savoir de lui. Voilà, en fait, tous ces amours-là en même temps font que ça commence à donner une idée où on se dit, tiens, faut que j'aille un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? On a plein d'idées tout le temps, on regarde un peu, on lit 2-3 trucs, on dit, non, hop, évacuer. Celle-là, elle a tenu, et puis elle s'est mise en place après de manière dramaturgique aussi. Écrire un scénario, c'est très long. Ça doit répondre à quelques règles dramaturgiques. Le cinéma aime pas les gens à qui il n'arrive rien, par principe. Il faut qu'il y ait eu des obstacles, des échecs, des trahisons. En vrai, dans la vie de l'abbé, sa vie n'a jamais été tranquille. Au contraire, c'est vraiment une vie de super-héros sans super-pouvoir. Et quoique, finalement, il a quand même vachement de super-pouvoir, quoi. Oui, c'est vrai, c'est quand même un très gros travail de recherche. Ça prend combien de temps à peu près de faire des recherches, ou c'est assez aléatoire, ou ça dépend Moi, je fais des films que sur des histoires vraies. Je sais pas pourquoi, ça changera peut-être, mais j'ai des films. Le film que j'ai fait avant, Goliath, ça a été 5-6 ans de recherche parce que c'était un sujet très enfoui partout, que je ne connaissais pas, qui était pas très net, justement. C'est un film sur les pesticides, les lobbies de pesticides, donc tout était flouté de partout. Donc ça a été long pour s'approcher un peu d'une vérité. Là, quand même, j'avais accès à un monument de notre histoire, avec beaucoup de documentation, beaucoup de gens, beaucoup d'historiens qui le connaissent, qui le traitent, beaucoup de témoignages autour, donc beaucoup d'archives, énormément d'archives auxquelles j'ai eu accès, un accès illimité et inédit. Donc ça raccourcit quand même ce temps, et j'avais beaucoup de conseillers autour. Disons que là, l'écriture du scénario complète, c'est 3 ans et demi, incluant ça. C'est quoi justement les appréhensions ou les enjeux en tant que réalisateur quand on fait un biopic? Le premier stress, c'est... Enfin, moi, dans mon cas, le tout premier stress dont on a parlé avant, c'est attention, il y a peut-être pas grand-chose à révéler, quoi. En fait, l'icône est tellement écrasante... Enfin, l'icône au sens de tout ce qu'il a fait aussi, quoi, du génie qu'il a eu, qu'il n'y a peut-être pas d'homme qu'on ne connaît pas derrière. Hein. Donc ça, c'est une première angoisse de scénariste
qui se prolonge quand on commence à vraiment écrire le film et à se projeter comme réalisateur dedans. Et réalisateur, ensuite, une fois qu'on commence à mettre en scène dans sa tête, à préparer la mise en scène, je crois que la plus grosse angoisse, c'est le stress que l'icône écrase un peu tout ça, justement. Moi, on a essayé de pas être trop hagiographique quand on a écrit, quand on a tourné le film, de pas trop être respectueux, aveuglé par la légende, donc de toujours aller chercher ce qu'on voulait raconter nous, c'est-à-dire les moteurs humains de l'homme derrière, quoi. Donc c'est le plus gros stress, c'est celui-ci, parce qu'en plus on se dit donc si on traite l'homme derrière, peut-être que ceux qui vont venir le voir parce qu'ils pensent voilà, ça c'est un combat un peu permanent, quoi. C'est un peu une peur de déformer la réalité aussi, ou de pas assez en dire, ou de pas réussir à... Ouais, non, j'avais pas trop cette crainte, d'autant que j'avais la Fondation Abbé Pierre qui était très complice de toute la production du film, toute la fabrication du film, qui m'encourageait tout le temps, sont vraiment des rockers à la Fondation. Ils me disaient tout le temps, sois pas trop autant, t'inquiète pas pour l'abbé, sois pas trop respectueux. Il aurait aimé, de toute manière, que tu sois un peu irrévérencieux, que tu sois un peu comme ça. T'inquiète pas, vas-y. C'était un rigolard, il aimait bien ça. Vas-y, il aurait aimé ça. Donc non, ça allait. C'était plus effectivement un travail d'équilibre en fait entre dire vous avez envie qu'on vous parle de l'abbé. Nous, on va vous en parler d'une façon que vous connaissez pas, mais vous allez voir, c'est complètement dingue ce qu'on va vous révéler. Ok. Et pourquoi commencer justement le biopic ou le film par l'abbé Pierre qui justement qui part de la communauté des Capucins? D'abord, raconter 75 ans de la vie de l'abbé Pierre en 2h15, c'est quand même un pari assez audacieux, quoi. Et quand je dis 75 ans de la vie de l'abbé, j'aurais pu dire un siècle de notre propre histoire à travers son regard ou sa présence, sa vie, ou l'inverse, peut-être un siècle de sa vie à travers notre histoire. Donc il faut faire des choix les plus efficaces possibles par rapport à l'histoire, au récit même. Ça a été écrit, j'ai une version de scénario où j'avais son enfance à Lyon, et puis finalement j'ai raccourci ça pour attaquer vraiment au moment où il y a eu la première bascule sur sa vie, c'est-à-dire qu'il était fils d'une petite bourgeoisie bien méritée quand on connaît leur histoire lyonnaise. Et puis à 19 ans, il a décidé de se consacrer entièrement à l'idée d'aller chez les Capucins, donc de se dessaisir de son héritage qu'il n'avait pas encore, s'il avait à peine 19 ans, et de rentrer dans l'ordre des Capucins, qui est un ordre très rigoureux, très dur dans le monde ecclésiastique. Et voilà, en fait, on attaque là la première bascule, avec les premiers doutes qui apparaissent chez lui, parce qu'il était pas forcément en doute d'ailleurs, mais en questionnement tout le temps. Donc on voit que dès le début, en fait, pour être prêtre, il faut faire 8 ans de noviciat, donc on le voit au bout de la 7e année, le film ouvre, quand on le découvre, il est à la 7e année du noviciat, et voilà, il commence à être habité par des doutes sur l'humanité, sur quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il aimerait être, voilà, il y a à la fois de son énergie et à la fois de son mal-être qui commence à percer un peu la carapace, quoi. Vous parlez de choix et de vous être beaucoup basé sur des archives, et en fait, il y a quand même pas mal de vidéos d'archives dans le film, et je voulais savoir en fait pourquoi ce choix, pourquoi ne pas mettre des vidéos d'archives de l'abbé en fait justement, et plutôt mettre justement des images d'archives d'après-guerre, des images d'archives. D'ailleurs aussi une autre question, est-ce que les personnes SDF sans abri à la fin du film, est-ce que ce sont des acteurs ou des images d'archives en fait? Parce que en fait quand je parle d'archives dans la recherche que j'ai fait, j'ai vraiment eu accès aux archives de l'abbé. C'est-à-dire, par exemple, on découvre qu'il a un grand copain d'enfance, François Garbi, qu'on voit au début du film, qui va le suivre, entre guillemets, toute sa vie. Moi, j'ai eu accès à la correspondance entre deux. On va découvrir la présence de Lucie Coutaz, qui est sa grande compagne de vie. C'est une des grandes découvertes dans le film, et qui l'a suivi pendant 40 ans. Moi, j'ai eu accès à des petits films Super 8 que l'abbé, parce elle détestait être filmée, donc lui s'amusait à la filmer. On la voit un peu pester sur l'abbé qui la filme. Voilà, c'est ce genre d'archives. En fait, il avait préparé son départ pour les grandes vacances, comme il disait, et il a cédé toutes ses archives, toute sa correspondance, toutes ses photos. Il faisait beaucoup de photos de ses petits films, ses mémoires, ses carnets intimes. Il a tout cédé aux archives nationales du monde du travail à Roubaix. Il a choisi le monde du travail, il aurait pu choisir d'autres archives. Donc moi, j'ai eu un accès quasiment illimité là-bas. C'est pour ça que j'y suis allé travailler avec une journaliste en particulier et quelques autres qui m'ont aidé à trier, à réordonner tout ça pour créer un lien dématérialisé que les acteurs pouvaient consulter année par année pour
pour se repérer un peu sur la timeline, comme on dit, la ligne chronologique. Mais c'est vrai que dans le film, j'utilise des images d'archives qui ne sont pas celles de l'abbé, qui sont des images d'archives de l'actualité en fait. Parce que je crois que j'ai mis ça à peu près dans tous mes films. C'est vraiment un truc d'abord qui me saisit. Moi, ça me saisit toujours les images qui ont été faites à l'époque. Quand on parle moi, comme je fais des histoires vraies, je parle souvent d'époque. Et je trouve qu'il y a un moment, ce que j'aime faire, c'est plonger le spectateur, que ce soit une proposition immersive en fait. Quand on adhère au récit, de se prendre ces images-là dans le cœur, dans l'âme, ça nous colle définitivement à ce qui se passe, quoi. On peut plus s'en échapper parce que c'est comme si on nous tamponnait en nous disant et tout ça s'est passé comme ça en vrai. Donc c'est ça que j'ai aimé, et puis je trouvais que son histoire faisait partie de cette grande histoire, donc il fallait que je les entremêle les deux. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'était... alors du coup, on révèle un peu le film, mais pas complètement, parce qu'il y a une autre fin dans cette fin. Mais enfin, il y a un moment, en tous les cas, on va dire qu'il y a des images de gens dans la rue. J'aurais pas aimé, et même j'allais vous dire, je me serais pas aimé si j'avais fait un portrait de l'abbé qui raconte la légende et qui s'arrête quand il est parti. D'abord, ça m'aurait un peu frustré, et j'aurais pas eu l'impression d'aller au bout du boulot, quoi. Donc j'avais envie d'avoir comme un petit éclat de miroir là quand il y a du soleil, petit éclat sur et maintenant en fait, parce qu'il est mort en 2007. Je me dis, les gens vont voir le film 2023-2024. Un film, c'est pour la postérité, on va le voir très très longtemps, pendant très longtemps. Donc j'avais envie qu'il y ait une petite proposition de pas finir le film sur voilà, c'était un homme épatant, il s'est passé plein de choses bien, d'autres moins bien, et voilà, on peut rentrer chez nous, on est peinard. En fait là non, la fin elle nous laisse pas peinard du tout. J'ai vu le film souvent avec des vrais compagnons, on a fini par faire la fête, écouter de la musique, mais c'est pas fini l'histoire de l'abbé en fait, elle nous appartient. C'était un moyen de nous engager à ça, à pas refermer un bouquin et puis le mettre sur l'étagère, quoi. En fait, il est là, on est là, tout le monde est là, et ça continue. Après, difficile d'en dire un peu plus parce que il faut voir le film. Mais pour répondre aussi précisément à votre question, ce sont des vraies personnes que j'ai filmées, ce ne sont pas des acteurs. J'ai filmé avec plusieurs techniques parce que c'est compliqué d'aller filmer des gens qui sont vraiment à la rue. Le film le dit, il y a 350 000 personnes vraiment en condition de détresse à la rue en France, 800 millions dans le monde. Le chiffre, moi, me fait rien que le dire, j'ai froid dans le dos. J'avais envie de parler de ces gens-là parce que moi, je suis toujours bouleversé par la beauté de la vie. Je me dis, ces gens-là sont été des petits bébés à un moment, d'un papa, d'une maman. Cut, on les retrouve 30 ans plus tard. Ils sont dans une situation de détresse terrible à la rue. Donc voilà, j'avais envie de pas tricher là-dessus, d'aller filmer des vraies personnes. C'est technique pour être respectueux des gens, donc ça nous a pris du temps. C'est une petite séquence assez courte, mais qui a pris beaucoup de jours de préparation, d'attention à ces gens-là et de tournage, quoi. Finalement, c'est une guerre moderne qui continue, en fait, et qui est toujours d'actualité un peu. En fait, je crois que de manière philosophique et aussi de manière très basique, ça fait partie des combats qui ne s'arrêtent jamais, qui ne seront jamais gagnés, mais qui ne s'arrêtent jamais, comme la vie en fait, quoi. On est en vie, on sait que ça s'arrête, mais faut quand même vivre comme si ça s'arrêtait jamais. Là, c'est pareil, c'est un combat qu'il ne faut jamais lâcher, quoi. Et d'ailleurs, l'abbé l'a fait de manière solaire aussi, il le dit à la fin du film, on n'est pas obligé d'être accablé. J'aimais bien un philosophe, j'avais lu un philosophe qui disait ça, de ne jamais sortir de l'humanité en fait. Il ne faut jamais sortir de l'humanité. Je pense que c'est ça que dit le film et que disait l'abbé, quoi. Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. Vous pouvez donc retrouver l'Abbé Pierre au cinéma dès le 8 novembre 2023 et bien sûr, on vous conseille vivement d'y aller. Nausicaa et Camille vont au cinéma. Merci Nausicaa pour cette belle découverte et évidemment, on a hâte de découvrir ce film. Eh bien, en deuxième partie d'émission, j'accueille Michel et aujourd'hui, on va parler Saint-Jacques puisque la saison des Saint-Jacques a officiellement ouvert. Ça va Michel ? Oui, ça va bien.
Ouais, ça commence aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Officiellement, d'après la sous-préfecture, parce que chaque année, ça change. Alors, c'est à quelques jours près. Hein. On va dire à une semaine près. Là, ça commence officiellement le 1er octobre jusqu'au 14 mai. Donc, le 15 mai, plus le droit de... Alors, attention, je précise, c'est la Saint-Jacques normande. La Saint-Jacques de Béthesen. Alors, faut savoir que la Saint-Jacques de Béthesen, ça représente quand même 85% des Saint-Jacques qu'on consomme en France, quoi. Donc, c'est quand même un beau produit. Ça représente... l'année dernière, ça va représenter 85 000 tonnes sur 105 000. Quand même. Alors pourquoi 105 000 ? Parce qu'on en laisse justement, nous en France et en Normandie, on a cette spécificité, c'est qu'on en laisse pour qu'elle puisse se reproduire. Voilà, on n'empêche pas toute l'année. Voilà, dans mon viseur, les Anglais, en tout cas, qui empêchent tout le temps. C'est pour ça que oui, vous pouvez manger de la Saint-Jacques au mois de juin, juillet, août, effectivement, mais ça sera de la Saint-Jacques anglaise principalement. Enfin, les pêcheurs de la mer du Nord qui vont piller un peu sur nos territoires de temps en temps, en même temps, au passage. Et c'est pour ça que oui, on peut trouver la Saint-Jacques toute l'année, mais si on veut de la vraie Saint-Jacques, c'est maintenant jusque mi-mai. Voilà, ça s'arrête là. Alors, un peu de latin, c'est la Pectum Maximus, c'est le nom précis. Parce que le problème, c'est un problème de traduction. C'est dans tous les autres pays, on va dire pétoncle, scallops en anglais. Et en fait, nous, on fait la différence entre la Saint-Jacques, qui est une grosse noix, un gros coquillage, et la pétoncle, qui est tout petit et qui est pas cher du tout, quoi. Alors, hors de prix, la pétoncle, c'est autour des 10 € du kilo. C'est une moyenne, hein, attention. Et la Saint-Jacques, on tourne autour des 27-28 € du kilo. Là, ça va démarrer à ce prix-là. Alors, j'ai regardé juste avant de venir. Ça risque d'augmenter un petit peu. Alors, cette année ? À cause du prix du carburant. Pas grand-chose. On estime 20 centimes de plus au kilo, normalement. Mais bon, chaque année, on a des surprises entre Le Havre, Dieppe, Fécamp, les Bretons aussi. Voilà, le prix varie. La moyenne, ça a toujours été entre 25 et 35 € du kilo. Ça augmente pendant les fêtes, forcément, parce que c'est un produit de fête, c'est un produit rare. Les estimations sont bonnes. On pense qu'on va avoir une belle pêche, parce qu'il a fait chaud. Donc la mer était chaude malgré tout, même si on a eu de la pluie au mois de juillet, les températures étaient au-dessus des saisons, donc au-dessus des températures saisonnières, et donc normalement il y en a beaucoup et de belles tailles, donc on verra. J'espère que ça va être vrai. On estime, alors je disais 85 000 tonnes pêchées. Ça, c'était l'année dernière. Généralement, c'est une moyenne de 40 000 tonnes pêchées pour le Havre. Comment ça se fait, ces estimations avant la saison ? Alors, c'est Ifremer. Ifremer, principalement, ils vont échantillonner en mer. C'est des gens qui vont monter sur les bateaux de pêche aussi pour mesurer. Alors, ils contrôlent un peu les pêcheurs, s'assurer qu'ils pêchent pas trop petits. Il y a des tailles minimum de pêche. Ils vérifient aussi, ils échantillonnent dans les filets, les casiers, vérifier le nombre pour dénombrer un peu, et ça leur permet de faire des estimations. Ifremer font beaucoup de choses aussi. Ils contrôlent que les pêcheurs ramènent bien leurs déchets, qu'ils balancent pas ça en mer. Voilà, il y a quand même, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'amende, mais bon, ils encadrent quand même nos marins. Ils les responsabilisent. Bon, nos marins sont de toute façon responsables. Il y aura toujours les bons et les mauvais pêcheurs. Ouais. C'est toujours pareil. C'est toujours la même blague, mais non, dans l'ensemble, ils sont respectueux de la mer, dans la mesure où c'est ce qui les nourrit et c'est ce qui les font vivre toute l'année. Parce que la saison change, il y a la saison du maquereau, après la saison de la Saint-Jacques. Voilà, ça bouge tout le temps. Donc là, on va voir les coquillards qui vont sortir. Alors les coquillards, c'est les bateaux qui pêchent la Saint-Jacques, parce que la Saint-Jacques se déplace.
Ça reste pas collé à un rocher. La Voilà, c'est pas comme les le moules. challenge. C'est pas comme les moules. Les Saint-Jacques, ça se déplace, c'est des bancs. Ça vient en groupe. Mais ça se déplace en banc. Donc avec les radars, on les repère. Hop, on ratisse. C'est des sortes de gros râteaux qui ratissent au sol. Et voilà, donc c'est les coquillards qui vont sortir. Il y a à peu près une armada de 300 coquillards en France. Alors, principalement, c'est de la pointe de la Bretagne jusque dans le nord, quoi. Voilà. Et au Havre, ça se fait aussi. Et au Havre, on en a beaucoup, ouais. Alors, faut aller au petit port, faut vivre les marins. En plus, ils font les choses bien. Je vais vous parler de la Saint-Jacques migratrice. Par exemple, une Saint-Jacques pêchée par un Écossais. Elle va revenir à Boulogne-sur-Mer pour être épluchée, pour atterrir à Rungis à Paris, pour revenir dans le supermarché au Havre. Non, faut arrêter le délire, vous allez directement au petit port, et là vous avez de la Saint-Jacques tout épluchée, un beau voyage, fraîche, vivante. Elle est encore vivante, hein, moi je l'ai vue. Hein. Même épluchée, on ouvre la boîte, ça bouge encore. Moi je déteste ça, j'ai toujours eu l'impression de tenir un cœur qui bat, c'est une sensation que je déteste. Mais ouais, il faut aller voir les pêcheurs, après bon... On a plus d'affinité avec certains que d'autres, mais ça fait partie du truc, quoi. En plus, il y a un super espace, il y a un bar super sympa chez Lily juste à côté. Le marché aux poissons, il y a des événements culturels, musique, exposition. On peut faire des dégustations justement, donc j'espère qu'ils vont marquer le coup là pour la Saint-Jacques, faire un petit truc. Je leur fais confiance parce que c'est des gens qui se bougent beaucoup dans ce coin-là. Ouais, voilà, la Saint-Jacques, quoi. Et en plus, c'est super facile à préparer, quoi. T'as des petites recettes pour nous ? Ouais, à cuisiner, c'est easy. On va commencer, le truc le plus facile, comme là où il n'y a pas de cuisson. Simplement mariner. On prend la noix de Saint-Jacques. Alors, je vais vous parler que de la noix, c'est-à-dire le blanc. Parce que le corail, on peut le cuisiner aussi. Et au Havre, c'est une spécificité. On vous la vend avec le corail. Et moi, je mange le corail. C'est bon, on peut faire plein de choses avec le corail. Mais là, on va travailler que la noix pour faire une petite Saint-Jacques marinée. On va prendre la noix. On va compter pour une entrée 2. Alors, ça dépend de la taille des noix, mais je dirais 2 noix maximum par personne. Donc, faut pas s'envoler sur des grands volumes, des grandes quantités. 2 noix par personne, on va la couper en tout petits dés. On va l'escaloper et en faire des petits dés après. Et par-dessus, alors moi ce que j'adore, le truc à la mode, le yuzu, ce jus de citron japonais qui est fort sympathique, qui a une belle acidité. Sinon, on peut prendre des citrons jaunes tout simplement, ou des citrons verts, ça fonctionne pareil. On peut même associer les trois. On peut s'amuser aussi avec d'autres agrumes, le pamplemousse, l'orange, clémentine. Là, il y a encore les clémentines. Les mandarines, ça sera cet hiver. À chaque fois, je me plante entre clémentine et mandarine. Là, c'est les clémentines en ce moment. On a encore des clémentines. On peut jouer sur le zeste. Ça, c'est un côté. Alors, dans ce cas-là, uniquement des produits bio, parce que sinon, il y a des pesticides sur la peau. Les faire tremper dans de l'eau avec du bicarbonate, ça ne marche pas, ça n'enlève pas les pesticides. Faut des produits bio. Et on en trouve chez tous nos primeurs maintenant, les agrumes sans pesticides, parce qu'ils savent très bien qu'on veut zester derrière. Donc on peut déjà mettre du zeste. Le jus des agrumes. Donc après, c'est vraiment une question de goût. Si on veut de l'amertume, on va aller sur un pamplemousse ou un pomelos. Si on veut des belles acidités, je vous disais le yuzu. Si on veut une pointe sucrée, un peu de clémentine, un peu de jus de clémentine, ça peut être super sympa. Ça va vous amener un acide. S'il n'y a pas assez d'acide, on va chercher un vinaigre. Vinaigre de vin blanc, par exemple, parfumé à l'estragon, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Un vinaigre de cidre, ça peut être très sympa. Même un vulgaire alcool blanc d'alcool, ce qu'on utilise aussi pour faire le ménage, un alcool blanc de la ménagère. Ça suffit, c'est juste pour amener un peu d'acidité. C'est ce qui va faire la cuisson. Donc la marinade, il faut la faire au moins 1 heure avant de servir. 10 minutes si on aime le côté un peu carpaccio, un peu cru. Ça, on peut 10 minutes. Mais moi, je privilégie quand même une petite heure. La veille, si on veut que ça soit vraiment bien mariné,
Donc ça, c'est sur notre acide. Une huile, là c'est pareil, selon notre goût. Huile d'olive, c'est ce qu'on privilégie le plus souvent, mais si on veut un peu de fun, une huile de sésame pour amener un petit goût de noisette dessus. Ou une huile neutre, genre huile de tournesol, huile de colza, si on veut mettre plus l'accent sur les acides. Forcément, sel, fleur de sel si on veut un peu de croquant, parce que ça ne fond pas. Sinon, une petite pincée de sel normale. On en reparlera, on fera une émission sur le sel rose. J'ai découvert plein de trucs là, le sel de l'Himalaya, il y a plein d'arnaques là-dessus. Ok. Faut pas acheter le sel rose, ça sert à rien. Ensuite, un peu de piquant. Donc là, on s'amuse aussi. Les poivres. Alors, poivre noir, poivre blanc, basique, mais poivre de Szechuan, poivre compote, selon nos moyens et selon piment d'Espelette, même les piments du placard, là, le piment chinois qu'on a gardé au fond du placard, on peut s'amuser avec ça. Même si on a été chercher de la vente à emporter, des fois il y a des sauces hautes hyper piquantes. Pareil, on peut s'amuser avec ces petites sauces-là, on recycle. Finit les fonds de placard. Ça se marie avec beaucoup de choses en fait, la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, ouais, faut aller chercher les associations, aller chercher d'abord l'acidité, ça c'est pour la marinade, pour la cuire quand même un petit peu. Les huiles, c'est juste pour le côté aromatique et ramener un peu d'onctuosité. L'assaisonnement, c'est juste pour relever le goût. Et après les herbes. En plus là, il fait encore beau, quoi. On disait encore 30 degrés cet après-midi, presque. La ciboulette du jardin, on veut ramener de la fraîcheur, une petite feuille de menthe. On s'amuse, on fouille dans son placard si on a encore des épices, le vieux curry en poudre qui donne plus grand chose, on en met un peu plus et on va avoir ce côté indien derrière, on s'amuse vraiment. Ça c'est facile à faire parce qu'il n'y a pas de cuisson, on réserve au frais, on peut le faire à l'avance. Là c'est la version en petit dé parce que après on prend un petit cercle ou même un petit ramequin et hop on fait un petit pâté, c'est joli, petite déco. On peut s'amuser ensuite avec les vinaigres et les huiles pour faire des petits traits dessus. Pour s'amuser quand on a des invités. Top Chef. Voilà. On joue à Top Chef. Sinon, version plus élaborée, moi je trouve plus sympathique, c'est vraiment escaloper fin, vraiment faire des tranches fines. Et là, ça, on le fait vraiment une demi-heure avant de servir. Donc, on peut les couper à l'avance, bien filmer et mettre l'assaisonnement vraiment une demi-heure avant de servir. Là, on a quelque chose de super frais. Faut profiter. Si on a peur des parasites qu'on peut trouver dans les fruits de mer, on met ces Saint-Jacques 1 heure dans le congélateur avant. Ça, c'est pour normalement tuer les parasites si vraiment on a la trouille. Mais bon, les Saint-Jacques sont tellement fraîches, je pense qu'il y a quasiment aucun risque. Souvent les parasites on les retrouve surtout sur les poissons d'élevage parce que c'est des élevages de masse. Il y a peu de risques généralement sur les fruits de mer. Et après c'est les cuissons quoi. Après on peut s'amuser. Ma recette préférée, moi, c'est juste poêler petit filet d'huile, une noisette de beurre, bien caramélisée de chaque côté. La cuisson, alors, je dis toujours la texture d'un chamallow. Quand elle commence à craqueler, alors bien dorée de chaque côté, quand elle commence à craqueler, il faut que ça ait la texture du chamallow. Faut pas que ça soit trop caoutchouteux. Sinon, c'est désagréable à mâcher, quoi. On a l'impression de bouffer du calmar. Ou et faut pas que ça soit trop cru non plus, quoi, parce que ça a un côté un peu gluant. Ça, c'est toujours pour que les noix. Donc, je disais une huile neutre, du beurre, sel, poivre, allez, ail, persil pour le fun, vraiment pour la fin de cuisson. Et ça, toujours en fin de cuisson. Parce que sinon, l'ail et le persil, ils vont brûler dans la poêle. Ça va être amer, ça va être désagréable. Donc vraiment en fin de cuisson, l'ail et le persil. Le corail, faut que j'en parle quand même. Je vois l'heure qui tourne. Tu as le temps. Pour ceux qui aiment bien, du coup, toi, alors, tu aimes le bien corail. le corail. Déjà, si on fait des Saint-Jacques poêlés, par exemple, on commence par cuire le corail parce que c'est plus long à cuire. Et il faut le cuire longtemps. Ça va éviter ce côté gluant que les gens détestent. Ça, c'est quand il faut le cuire séparément, en fait. Il faut cuire le corail d'abord et après la noix. Pour être synchro, que tout sorte en même temps.
Faut bien cuire le corail. Il va avoir un côté un petit peu farineux du coup, mais ça va être beaucoup plus agréable à manger au niveau de la texture. Sinon, c'est une recette que je répète tous les ans, mais on va recommencer. On est en Normandie, on met directement le corail dans une casserole avec de la crème. On fait chauffer jusqu'à temps que le corail soit bien cuit. Hop, on pulvérise directement avec le presse-purée électrique. Voilà, une petite crème corail pour faire le petit cordon de sauce avec les Saint-Jacques poêlés, ça marche nickel. Et au moins, on mange le corail, quoi. C'est riche en goût, c'est iodé, c'est le truc super sympa. C'est coloré, ça va amener un peu de rose orangé dessus. Ça, c'est le côté sympa du corail. Les Saint-Jacques, à la normande, à la bretonne. Alors ça, c'est bien. C'est des recettes que j'aime bien parce que c'est copieux et on met peu de Saint-Jacques. Parce que la mode veut maintenant qu'on met 2, 3, 4, 5, 6 noix de Saint-Jacques dans l'assiette. Du temps de ma grand-mère, oui, parce que je suis un boomer, c'était une noix de Saint-Jacques dans la coquille, avec du beurre, de l'ail, du persil, de la chapelure, et on faisait ça, et on mangeait une noix chacun. Parce qu'on mangeait plein de pain avec le beurre. Dissocié, en fait. Ouais, voilà. Et on mangeait du pain et on mangeait une belle noix de Saint-Jacques, c'était une entrée, et c'était très bien. À la normande, c'est un... Alors ça, c'était à la bretonne. À la normande, c'est avec de la crème, des champignons. On peut rajouter des petites moules, des petites crevettes dans la coquille. Voilà. En plus, on ramène encore plus de protéines. C'est déjà copieux aussi avec... Ouais, c'est hyper riche, quoi. Donc... Breton, Normandie, c'est foutu, de toute façon. Soit avec le pain, ou soit avec, comme tu disais... C'est quand on dit pas trop salé, pas trop de beurre, machin, t'as les Bretons qui nous font du Queen Amman, non, c'est mort. Voilà. Non, ça c'est les recettes riches, mais en final, on fait ce qu'on dépense en plus en beurre, on l'économise quand même sur le prix de la Saint-Jacques. Hein. Faut voir ça aussi. Saint-Jacques, une des versions que j'aime beaucoup aussi, c'est pané. C'est tout con. Alors, on va prendre 3 récipients. Alors, le corail à part, toujours, hein, mais on peut le paner aussi. Hein. On le panne et on le cuit. On va mettre un œuf battu, de la farine dans le 2e récipient, de la chapelure dans le 3e, et on va faire une fois dans la farine, une fois dans l'œuf, une fois dans la chapelure. Et donc ça va faire une belle couche. Si on veut tricher, un petit peu au congélateur pour que ça reste bien... compact. Que ça adhère bien, que ça reste bien compact. Ensuite, la technique de cuisson, moi ce que j'aime bien faire, c'est juste les poêler pour les colorer, pour que la panure se fige, et je fais une nid de cure au four. Donc ça permet aussi de faire le corail, on le met un peu plus longtemps au four, ça ressort bien croustillant, bien moelleux à l'intérieur, c'est juteux, c'est sympa, ça recrache un peu d'eau, mais d'eau naturelle. Donc ça, c'est le côté sympa. Il fait encore beau, on démarre. Saint-Jacques, le plancha, grillé, on fait des brochettes. En fait, ça s'adapte aussi au temps, parce que comme tu disais, c'est vraiment une longue période. Donc jusqu'en mai, il y a l'occasion de faire... premier barbecue, quoi. Avril-mai, généralement, le Normand déclenche son barbecue. Il pleut, mais c'est pas grave. Avec le parapluie pour protéger. On évite les éclairs. Mais non, c'est jouable. Là, il faut profiter. Si il fait encore beau dans les semaines à venir, qu'on a encore le barbecue... Même à la maison, hein, on est en appartement, la petite plancha électrique, ça vaut le coup d'aller se faire des Saint-Jacques. En plus, pas de matière grasse, voilà, c'est sain, c'est de la protéine, pas de lipides, c'est quand même quelque chose de très sain, les Saint-Jacques. C'est vrai, j'y avais pas pensé ça. Si on rajoute pas de crème, c'est vrai que c'est pas mal. Et quand ça se rafraîchit, du coup on adapte plus. C'est là où on rajoute la crème. Pour que ça tienne au corps quand il fait plus frais. J'en ai parlé la semaine dernière, Plaza Pasta, là, il fait des pâtes fraîches maison. Lui, il va falloir j'aille le voir, ce jeune homme là. Les pâtes avec les Saint-Jacques, moi, c'est ce que je fais régulièrement, c'est je poêle légèrement les Saint-Jacques, je déglace au pommeau. Alors, le pommeau, c'est un mélange de calvados et de jus de pomme, donc ça va ramener du sucré pour déglacer. Ensuite, donc on a un petit jus au fond, on crème légèrement et on sert ça avec sel, poivre.
des tagliatelles, voilà, c'est pâte fraîche. Tout est vrai là. Oui, c'est ce que je me disais. La crème, on va la chercher à Coville. Du normand, mais 100% local aussi. Et c'est ce que tu disais, de se déplacer directement au marché aux poissons. Aller on voit voir le les produit, producteurs, c'est local, et ça évite tout un transport. Voilà, qui est un peu d'écologie, dommage, quoi. Faire du local, faut manger local. La restauration, c'est ça a jamais. On a l'impression que ça fait 20 ans, 15 ans, 20 ans maintenant qu'on découvre qu'il faut acheter chez le voisin. Mais non, c'est ce qu'on faisait dès le départ et ce qu'il faut continuer à faire, quoi. Et puis ça permet un contact avec la personne qui a pêché ce que vous allez mettre dans votre assiette. En plus, on sait ce qu'on bouffe, quoi. Donc, non, mais c'est comme acheter une bête, je sais pas, une vache ou un cochon à la ferme sur pied. On a limite le nom de la vache ou le nom du cochon. Alors je sais que ça fait, c'est le syndrome de Bambi. Après, il faut pas s'attacher trop. Est-ce qu'on peut donner des prénoms à nos Saint-Jacques alors? Non, mais voilà, c'est ça. On pourrait donner des noms aux Saint-Jacques. Ils sont nombreux. Hein, ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup de prénoms. D'autres recettes, on peut en salade. On fait des Saint-Jacques poêlés, je sais pas, le vendredi soir parce qu'il y avait les potes qui passaient à la maison le samedi soir. Dimanche midi, la flemme, mais il reste des Saint-Jacques poêlés, mais elles sont froides. Hop, une petite salade, on balance, même pas besoin de les réchauffer. On balance ces Saint-Jacques qui ont été déjà cuites. Voilà, comme ça on finit ça vite fait. Un petit pesto. Ça s'adapte vraiment à tout. Ouais, on peut s'amuser. Un petit pesto normand, on s'amuse. On vire les pignons de pain, on prend des noisettes, les fruits du coin. On va voir l'ail des ours qui va débarquer. Donc ça, petite balade en forêt, on peut même le cueillir. Enfin, maintenant, on en trouve sur les étals chez les primeurs. Donc maintenant, les maraîchers font pousser de l'ail des ours. Ce qui était sauvage, maintenant, est devenu commun. On arrive dans l'automne, on va avoir une belle saison à champignons, normalement, parce qu'on a de la flotte et du beau temps, donc on espère. Là, il y a un monsieur, il a fait 110 kilos de cèpes dans le sud de la France. Donc j'espère qu'on va avoir du beau bolet en Normandie, là. Cèpes poêlés, de la forêt avec des Saint-Jacques, ça matche bien aussi si on veut faire un petit peu terre-mer, confronter la forêt à la mer, ça matche bien aussi. Eh ben merci Michel pour toutes ces recettes. Là, je pense qu'on en a jusqu'au mois de mai en fait. Ouais, décembre. Après, on pourra remettre le nez dedans. Et puis aussi pour ce qui est des fêtes. Voilà, terrine de Saint-Jacques. On aura l'occasion. Saint-Jacques au champagne. Ouais, il y a plein de trucs à faire avec ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. On est aussi parti sur les recettes pour les débutants. Donc, on va retourner sur le truc. Mais c'était important aussi de marquer ce début de saison des Saint-Jacques. Merci de ta présence ce soir et c'est la fin de ce Mag à l'Ouest. On va se quitter en musique avec The Other Side. C'est le titre et c'est The Surefire Soul ensemble qui nous chante ce titre. Moi je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest et je vous dis très bonne soirée. Au revoir, merci Michel. Au revoir.